Alors Carole, effectivement, aujourd'hui, votre cœur de travail, c'est la transformation de l'entreprise. Oui. Et la transformation des hommes et des femmes dans l'entreprise. C'est ça, en fait, le cœur. Oui, tout à fait. Des organisations, on pourrait dire, parce qu'on travaille aussi, tout à fait, on travaille aussi à la maille du territoire. En fait. J'entends bien, tout à fait, Voilà. les organisations. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises, toutes ces organisations, sentent ce besoin de faire intervenir cette part de créativité, d'innovation et de mobiliser en fait les énergies, les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur de ces organisations? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer d'y répondre. Tout d'abord, peut-être, je vais répondre à la dernière. Qu'est-ce qui pousse, en fait? Alors, il y a effectivement quelque chose qui pousse à faire autrement, on va dire, à penser autrement et à travailler autrement. C'est le besoin d'innover, de se renouveler. En fait, il y a un contexte aujourd'hui qui est assez mouvant. Enfin, ça fait une dizaine d'années, hein, donc là, on commence à structurer un peu plus. Mais je vais me mettre à la maille d'une dizaine d'années. Un contexte très mouvant, incertain, autour des organisations, qui fait que, bon, on voit bien, il y a quand même un contexte économique compliqué, un contexte international compliqué, etc. Bon. Donc, évidemment, ça retombe sur les organisations qui doivent chercher, en fait, toujours plus, on en parlait tout à l'heure, hein, malheureusement, de compétitivité, etc. Donc, il faut qu'elles se renouvellent parce qu'il y a des acteurs qui arrivent, avec la transformation digitale notamment, des acteurs qui arrivent surtout des États-Unis, et qui sont des acteurs qui ont tellement de puissance, des machines de guerre sur les marchés, qu'elles viennent perturber les équilibres qu'il y avait. Je ne dis pas que c'est pas bien que les équilibres soient perturbés, parce que c'est la seule façon d'amener du changement et de l'évolution, c'est quand même qu'il y ait des brèches un peu partout. Bon. Donc là, on imagine une espèce de terre, et tout à coup, il y a des petits volcans qui sont en train de partir de partout. Voilà, et on se dit, est-ce que ça va m'arriver à moi? Est-ce que demain, je vais me faire ubériser, entre guillemets, un terme que j'aime pas du tout, mais qui est très utilisé, donc les gens le comprennent. Bon, donc il y a cette espèce d'urgence à bouger, et à s'adapter, à comprendre ce qui se passe, et à réagir pour s'adapter, et devenir un peu, quand même, il y a ça aussi, comme ceux-là, comme ceux qui sont les dangers, pour finalement se retrouver dans la course. Ça c'est ce qui est exprimé. C'est pas ce que je pense qu'il faut penser, mais bon, voilà, je pense qu'il faut... C'est encore des schémas un petit peu masculins, on va dire, qui sont encore en train de vouloir se battre contre d'autres. Exactement, et donc finalement, on sait très bien que courir derrière Google, ça sert à rien, ils sont beaucoup plus puissants, donc ça ne sert strictement à rien, on ne pourra jamais les rattraper, donc on sera toujours derrière. Donc c'est le message que j'essaie de faire passer aussi, c'est plutôt que effectivement d'être dans la peur de ça, c'est de faire son chemin soi, et c'est en faisant son chemin et en travaillant sur son ADN, en travaillant sur sa différenciation, qu'on va réussir à se positionner sur un marché ailleurs que là où ça se bagarre de partout. Et donc en France, il y a quand même un esprit très comme ça. Moi, je me régale ici parce qu'on est un pays d'innovateurs extraordinaires. Et ça, c'est depuis toujours. Hein. Et on n'imagine pas le nombre d'inventions qui sont françaises et qui ont été rachetées. Et on a complètement oublié que ça venait de chez nous. Et on est un peu, moi j'aime bien faire cette comparaison, on est la France est à l'innovation, ce que l'Afrique a été aux ressources naturelles, c'est-à-dire qu'on est une sorte de puits de ressources qu'on vient nous acheter, nous acheter quand c'est sympa, un peu nous prendre quand même sans trop nous demander notre avis quand ça se passe moins bien. Donc on est très regardé par le monde entier pour ces innovations-là. Voilà, on est très fort là-dessus, beaucoup d'ingénieurs, etc. Donc il y a cette culture, donc on peut s'appuyer là-dessus pour avancer. Donc voilà, pour finir sur cette réponse, le contexte fait que depuis une dizaine d'années, il y a ces incertitudes qui ont mis quelques années quand même à se structurer vers un chemin, une sorte de trajectoire qui est encore un petit peu hésitante, mais de moins en moins depuis 2 ou 3 ans. Et cette trajectoire, c'est effectivement, voilà, il faut qu'on se mette à innover, il faut qu'on se mette à être très adaptable, et on part de plus en plus vers les entreprises ou les organisations apprenantes. C'est Peter Senge qui a écrit là-dessus. Je trouve que l'axe qu'il a pris pour expliquer les choses est assez méta, donc on peut s'en servir pour expliquer pas mal de choses qui se passent autour de cette question-là.
au-delà de l'entreprise libérée qui peut faire peur encore et de ça, l'entreprise apprenante, ce mot aujourd'hui, voilà, il est même dépassé, quoi. Voilà, exactement. On est au-delà. L'entreprise apprenante, c'est plus une espèce d'énergie organique qui va faire que de l'intérieur, les individus justement et les groupes vont être les vecteurs de changement eux-mêmes et donc vont permettre à l'organisation de s'adapter en fait toute seule et un peu comme ça se passe dans la nature, tout simplement. En fait, c'est de permettre aux gens de pouvoir être, de pouvoir acquérir les outils pour effectivement être auto-apprenants, Oui. Et donc de pouvoir être eux-mêmes les créateurs du concept personnel à l'entreprise. Oui. C'est ça. Oui. C'est effectivement de permettre aux gens de pouvoir avoir ces outils pour qu'ils soient en train de faire avancer cette entreprise, mais avec ce qu'ils sont et ce qu'est l'entreprise. Oui, exactement. Et ils le trouvent ensemble. C'est ça. Et donc ils se mettent en groupe, ils se mettent en énergie de groupe vers un objectif commun. Voilà. Alors c'est vrai que j'aime bien comparer ça à de l'organique, parce que finalement, on imagine que l'organisation est composée de différents éléments qui peuvent être des molécules, enfin on peut le comparer à l'organique donc, ou des différentes cellules, des cellules qui vont se mettre ensemble et qui vont former des groupes, et puis les cellules seules. Et en fait, chacun des éléments va constituer l'ADN en fait, oui, l'ADN de l'organisation. Et cet ADN, on sait très bien qu'il est à la fois ce qu'est l'entreprise, mais aussi ce qu'elle va devenir. Tout est inscrit dedans. Tout est engrammé dedans. Voilà. Et donc, c'est exactement ce comparatif qui fait que je trouve qu'on comprend assez bien ce qu'est une entreprise auto-apprenante, ou en tout cas, oui, apprenante. Voilà. Donc, la méthode M&M's. Oui. My Lead, My Solution. Oui. Donc c'est une méthode qui permet de favoriser l'émergence, l'émulation, cette créativité, cette innovation. Oui. Alors ça se passe comment? Concrètement, c'est quoi? Alors d'abord peut-être les grands axes, effectivement, qui seraient... il y a une méthode, donc M&M's, qui permet de faire, en partant de rien en fait. On arrive aujourd'hui dans une organisation et on va mettre les gens en groupe. Sur un territoire, on fait pareil avec tous les acteurs, hein, donc public, privé, je donnerai des exemples après. On va prendre le groupe ou les groupes assez larges et on va les faire émerger de ce groupe tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire au travers d'un objectif commun. Alors l'objectif commun ou l'input, le prétexte, voilà, ça pourrait être résoudre un problème, ou ça pourrait être chercher un nouveau service, ou etc. Même travailler sur un produit. Exactement, voilà, exactement. Donc à partir de ce prétexte ou cet input, ou cette contrainte, on appelle ça en créativité aussi, on va se mettre à créer quelque chose ensemble. Et dans cette création, on va commencer à travailler sur une vision, d'abord sur une vision commune et partagée qui va émerger en fait. On va se projeter sur ce qu'on pourrait devenir. Alors si c'est un service, c'est ce que pourrait être le service, etc. Mais on peut travailler sur une stratégie beaucoup plus globale, évidemment, hein, où on pourrait imaginer ce que devient l'organisation ou un pays, bien sûr. Oui. On se donne un temps, hein, ça peut être 2 ans, ça dépend des objectifs qu'on se fixe, 2 ans, 10 ans, etc. Et puis, donc c'est... Tout le monde ensemble, avec l'intelligence collective, ça je donnerai le détail après, va poser cette vision commune qui va être une projection, donc comme un scénario, un peu comme si on écrivait une histoire, qui va évidemment sortir d'une sorte d'imaginaire, sauf que ce n'est pas juste de l'imaginaire. On va quand même donner du contexte pour que les gens créent à partir de contraintes quand même. Ces contraintes pouvant être des contraintes, comment dire, ou stratégiques qui peuvent être données par la direction, qui a déjà réfléchi, ou des contraintes, je sais pas, financières par exemple, tout simplement. Voilà, un certain nombre de contraintes qu'on décide à l'avance, évidemment. Et donc à partir de là, on va créer une vision et projeter une vision commune. Et c'est assez effectivement magique, parce que là, on voit qu'avec des outils qui vont permettre aux gens de s'exprimer, de partager, et de créer, évidemment. Et d'oser, exactement. Eh bien, ils vont se mettre d'accord assez facilement, et on voit que se dessine très très vite
l'ADN commun, puisqu'en fait, il existe. C'est juste qu'on ne l'a pas révélé. Donc là, ça sert juste à le révéler. C'est un peu comme la magnétique, comme faisait Socrate. Hein. Ça existe, il faut juste le révéler. Et donc là, on permet aux gens simplement, d'une façon très intense et très accélérée, puisque ça ne prend pas longtemps, le fait d'être en intelligence collective accélère énormément les choses. Et donc, on va poser cette vision. Et à partir du moment où on aura posé cette vision, on va commencer dans un deuxième temps, qui va prendre un autre moment, à imaginer quel est le chemin qu'on doit emprunter pour atteindre cette vision. Et donc finalement, quels sont les défis qu'on va avoir à relever pour atteindre cette vision qu'on souhaite atteindre. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va évidemment prendre un autre temps pour trouver les solutions pour relever ces défis. Et c'est là qu'on va trouver des solutions innovantes ou un plan stratégique global ou un grand schéma directeur de Smart City, par exemple, pour un territoire, ce qu'on a fait avec Toulouse Métropole, par exemple. Et donc, toute cette démarche, en fait, va permettre à la fois de faire émerger et en même temps de terminer sur un plan d'action. Donc, on n'est pas sur simplement... On réfléchit, etc. Rêve, voilà, on rêve, mais en un temps très court. C'est-à-dire que là, ce que je vous dis, ça prend une journée pour la première étape. Si on a un gros sujet, sinon ça prend un tout petit peu moins. Enfin, on va dire en grosso modo une journée, avec un groupe qui peut aller jusqu'à 100 personnes. Hein, donc une journée. Ensuite, une deuxième journée pour faire la partie plutôt défi. Et entre ces deux journées-là, il faut laisser le temps simplement au back-office de travailler sur tout ce qui est sorti, de le mettre en forme et que ça puisse être à nouveau repartagé pour permettre le rebond. Hein. Donc une journée pour la première, une journée pour la deuxième, et puis ensuite 36 heures ou 48 heures à peu près, non-stop quand même, là pour le coup, comme une sorte de marathon de l'innovation, pour la troisième partie. Et on termine avec un plan d'action et des vrais projets, des vraies actions. Voilà. Donc ça c'est la grande M&M's, on va dire, qui peut être découpée en morceaux, évidemment, si on a besoin de travailler que sur la vision, etc. Et puis évidemment, on a aussi toute une partie qui va être une partie d'aide à la décision des managers, par exemple. Ça, on en a de plus en plus besoin, puisqu'au fur et à mesure que tout ça prend beaucoup d'importance en ce moment et qu'on a de plus en plus de demandes, puisque les organisations sont devenues matures hein, pour travailler comme ça. De plus en plus, en tout cas, pas tous encore, mais enfin ça vient. On nous demande beaucoup de venir travailler avec les grands managers, les top managers, pour les aider en fait à comprendre tout ça, et puis aussi à devenir ce qu'on appelle nos sponsors, c'est-à-dire à venir pousser en fait cette dynamique à l'intérieur de l'organisation. Donc en fait, on a quand même ce besoin, on voit apparaître plutôt cette intelligence collective qui va venir de l'ensemble. Et souvent, ça peut remonter de la base, en fait. Et il faut en même temps cette volonté qui vient d'en haut. Et c'est cette rencontre qui permet que ça peut marcher dans l'organisation. J'entends bien, disons que c'est vrai que c'est quelque chose que moi je défends, et dans le travail que je fais donc avec des chefs d'entreprise, c'est effectivement, le chef d'entreprise, il est comme un vecteur par lequel les choses vont passer. C'est-à-dire que, au-delà de pousser, il faut que déjà lui il soit imprégné, et qu'il devienne, ou qu'il accepte de laisser émerger cette partie, pour pouvoir faire corps et faire que cette énergie se propage de façon extraordinaire. Exactement. Parce que c'est vrai que je dirais que le capitaine du bateau, celui qui est en haut quelque part, il peut le pousser, mais s'il ne le vit pas, il ne le ressent pas, il n'en voit pas l'intérêt pour lui, en tant que personne déjà, c'est compliqué aussi de pouvoir imaginer que ça puisse avoir un sens pour l'entreprise. Et que ça puisse améliorer la performance, parce qu'évidemment, ça va être son grand défi à lui. Tout à fait. Il a quand même un rôle extrêmement lourd à porter, là, pour le coup. Regardez, il observait, c'est quand même lui qui impulse. Exactement. Voilà. Et oui, ça c'est le leadership, ce qu'on appelle nous aujourd'hui le leadership créatif. Créatif, tout à fait. Mais ça reste du leadership. Et c'est extrêmement important qu'il y ait un pilote dans le bateau, même si l'intelligence est collective, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui orchestre les choses et qui donne les conditions. Alors il y a le grand patron, on va dire, qui a effectivement ce rôle-là d'impulser, et j'y reviens après, et pour aller dans ton sens. Et puis ensuite, l'ensemble de l'organisation qui va pas seulement être des exécutants. Ça j'espère que c'est bien clair dans ce que j'ai dit. Justement, tout le monde travaille ensemble et chaque personne a autant d'importance. Tout à fait. Une personne, une voix. Hein. Mais en revanche, celui qui va
ensuite, avec cette carte, cette roadmap, en fait, cette carte au trésor, va emmener le bateau vers le Saint Graal, c'est quand même bien le grand patron. Et effectivement, donc j'y reviens, puis j'aurais une deuxième chose à dire après aussi, c'est que tu as tout à fait raison, le grand manager a non seulement besoin de comprendre comment ça marche, etc., mais il a besoin d'y croire. Ça, tu l'as dit, c'est tout à fait juste. S'il n'y croit pas lui-même, il ne va pas pouvoir avoir confiance à la fois dans ses méthodes et cet état d'esprit, etc., vraiment confiance, parce qu'il sait bien que ça se passe ailleurs et que quand même, il y a des success stories, tout ça, mais quand même, chez lui, avec ses responsabilités à lui, ça va quand même, lui, il est responsable au bout du compte, le compte des résultats, c'est lui. C'est pas la même chose. Donc il faut vraiment qu'il en soit intimement persuadé. Et pour ça, il faut qu'il ait à la fois confiance en lui, pour pouvoir faire confiance dans ses méthodes. C'est une chose, les méthodes vont l'aider à avoir confiance quand même, et puis les résultats des autres. Et avoir confiance dans ces gens. Dans l'organisation. Entre guillemets, j'appelle ça les gens, ces gens, ces agents, ces managers, etc. C'est avoir confiance dans le fait que, effectivement, les autres sont aussi capables de l'aider à prendre des décisions, parce que c'est quand même lui qui va les prendre, et en même temps ne vont pas le mettre en danger. C'est ça. Donc, ce n'est pas des empêchements, c'est plutôt des accélérateurs et des ouvertures de potentialités que des empêchements. Et que ça va l'aider en fait. Bien sûr. Mais ça, c'est un énorme travail parce qu'on est tellement dans un changement, mais alors, à l'opposé de ce qui s'est fait jusque-là et de ce qui s'apprend dans les écoles. Toutes les grandes écoles dont sortent les grands managers, évidemment, ne disent pas ça, pas encore. Ça commence à venir un petit peu. Le leadership créatif, on entend parler, mais c'est pas encore. En tout cas, les managers qui sont en place aujourd'hui, s'ils s'y mettent, c'est pas une culture, c'est pas intrinsèque chez eux, ils sont pas nés avec ça. Hein. Donc, il faut quand même les aider à avoir cette confiance et à comprendre et à être intimement persuadés, plus que comprendre, parce que ça, c'est pas très compliqué. En général, ils ont l'intelligence qu'il faut, c'est pas le problème, mais c'est d'avoir, et ça vient du cœur plus, une intime conviction que ça va les aider. Voilà. Et ça va les aider jusqu'au bout, et qu'il ne faut pas qu'ils aient peur d'ouvrir certains verrous, que ça ne va pas du tout les mettre en danger. Mais ça, je pense qu'il faut, c'est la façon dont je procède moi, c'est faire des petites choses au début avec des espèces de micro-mondes dans l'entreprise, surtout pas embarquer tout le système, évidemment, et au fur et à mesure, avec des petites success stories qui ne mettent pas en danger l'ensemble, mais qui ne sont que des leviers, au contraire, d'amélioration, voilà, qui ne font pas prendre trop de risques, en faire des succès, et au fur et à mesure, grossir et prendre de plus en plus de risques. Entre guillemets, le risque c'est dans la tête du manager, et de lui prouver en fait par l'action que ça va fonctionner, en plus d'un travail évidemment sur la personne en elle-même, parce qu'effectivement il y a un travail à faire. Bien sûr. Il y a un travail à faire. Il y a une chose, c'est vrai que le concept que je partage, c'est le fait qu'aujourd'hui on est en train de passer de la notion de pouvoir à la notion de puissance. Oui. La notion de pouvoir, elle est restrictive, évidemment, elle est enfermée, voilà, elle est limitée, alors que la notion de puissance, effectivement, c'est là, on voit que l'organisation amène cette puissance, alors que le pouvoir, en définitive, maintient cette puissance confinée et empêche effectivement ce que les gens veulent. Ce qu'ils veulent, c'est la croissance, aller sur le marché, être plus compétitif, plus innovant, alors qu'en définitive, c'est simplement une peur qui effectivement, souvent, ont des managers de dire « Oui, mais alors là, si je perds ce pouvoir, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est juste la peur de perdre ce pouvoir. Alors qu'en réalité, c'est pas tellement... Ça, c'est le problème. Comme on disait, c'est my pas la solution. Oui. Le problème, c'est j'ai peur de perdre le pouvoir. Ma solution, c'est mais je vais gagner la puissance. Voilà, c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. Et j'ajouterais même que le pouvoir divise, parce que forcément, il est binaire. Le pouvoir, ça veut dire qu'il y en a un qui est au-dessus il y a quelqu'un qui est au-dessus d'un autre. Et dans l'état d'esprit, c'est pas ça le truc. La puissance, effectivement, elle est collective. Exactement. Et dans le collectif, il y a le grand manager. Il en fait partie. Il a son rôle, il a sa place, bien sûr. Exactement, mais chacun a son rôle d'ailleurs. Mais lui, son rôle à lui, c'est bien de piloter le bateau. Et c'est un rôle extraordinaire. Enfin, quand on le regarde de près, c'est un rôle extraordinaire. C'est bien mieux que de simplement avoir du pouvoir sur des gens où il faut montrer de l'autorité. Comme ça, c'est le cas depuis très longtemps. Mais évidemment, c'est pas comme ça partout non plus. Aujourd'hui, il ne faut pas exagérer, je caricature un peu. Mais c'est vrai que c'est comme ça même à l'école, enfin depuis tout petit, c'est comme ça, la société est comme ça. Formaté, accepté, voilà. D'autorité.
avec il y a quelqu'un qui dit comment il faut faire et puis les autres font comme celui qui a dit qu'il fallait faire. Voilà, en gros, au lieu de faire une espèce de maïotique et d'embarquer tout le monde dans une implication, une adhésion en fait, parce qu'on aura donné un avis et encore une fois, à partir du moment où on donne un avis collectif, il faut se rendre compte que les avis divergents ou tout ce qui est émotionnel et qui va être dans des relations interpersonnelles, etc., ça disparaît, ça s'autorégule. Donc il ne va pas y avoir de contre, de choses comme ça. Ça va être au contraire, c'est embarquer tout le monde pour un projet d'entreprise. Et un projet qui va aller vers une vision partagée avec le grand pilote. Évidemment, il ne va pas emmener son bateau n'importe où, parce que lui, il y a des routes qu'il connaît, que les gens ne connaissent pas, et c'est à lui aussi de leur partager. Bien sûr. Il y a une chose, c'est vrai que beaucoup de chefs d'entreprise ont la peur de dire, ok, mais si effectivement c'est les autres qui font, qu'est-ce que moi j'ai à faire? En gros, c'est un peu ça, c'est la notion de pouvoir. Et c'est vrai que quelqu'un m'a raconté cette petite anecdote, quelqu'un lui avait dit, c'est simple, tu regardes tous les dossiers que tu as sur ton bureau, tu commences à les distribuer à chaque personne, et après, à ce moment-là, tu commenceras à comprendre quel est ton rôle vraiment de chef d'entreprise. Et ça, c'est intéressant, c'est un paradigme nouveau. Évidemment, on parle de changement de paradigme, de nouveaux entrepreneurs, du nouveau paradigme. Évidemment, c'est un fonctionnement qui est casser des modèles qui sont résistants. Ouais, et c'est normal, ces résistances, elles sont liées à des peurs, elles sont liées à des émotions, à une histoire personnelle que chacun a, et effectivement c'est cette petite chose qu'on essaie de découvrir, et je trouve ça très intéressant, c'est que l'approche, au lieu qu'elle soit parfois un peu trop psychologique, un peu trop lourde, là elle est absolument légère, mais on va quand même chercher on va chercher aux mêmes endroits, on va chercher à révéler les mêmes choses, à révéler les mêmes potentialités. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que c'est sûr que ça peut faire, c'est normal que ça fasse peur. Parce que effectivement, on va aussi donner un rôle différent aux autres managers, enfin aux managers qui vont être ceux qui vont gérer les groupes. Et c'est le rôle d'un manager. Hein. Et en fait, les managers qui peuvent être des directeurs de business unit, par exemple, vont avoir un nouveau rôle. Et tous les managers d'équipe opérationnelle, etc., dans ce modèle-là, vont avoir un nouveau rôle qui va être un rôle de facilitateur. Exactement. Et plus du tout un rôle d'autoritaire, enfin, de chef. Voilà. C'est plus ça, c'est un rôle de facilitateur. C'est-à-dire comment est-ce que moi, manager, je peux faire en sorte que mon équipe donne le meilleur d'elle-même. Et donc mettre les conditions qui vont bien pour que ça se passe. Et donc là aussi, la méthode M&M, ça arrive. C'est-à-dire que dans cette méthode, on a aussi tout un programme de formation qui prend en fait ce que nous on appelle les relais du changement. Certains les appellent les pionniers de l'innovation, d'autres mots, des catalyseurs, etc. Mais ça reste toujours à peu près les mêmes rôles qui sont ces managers. Et puis d'autres personnes qui peuvent se révéler, qui ne sont pas forcément managers aujourd'hui. C'est émerger des leaders, du leadership qui va émerger, effectivement. Voilà, des leaders plus que des managers, tout à fait, et qui vont devenir ces catalyseurs et ces relais du changement, parce qu'ils vont être des leaders créatifs. Et en fait, là c'est pareil, il faut absolument que ça soit adoubé en quelque sorte par le grand management, enfin le top management, sinon c'est pas possible. Mais ça donne de l'autonomie en fait. La peur, c'est l'autonomie. Qu'est-ce qui va se passer? Mais si on a emmené tout le monde avec la même vision et que ça l'est partagé, dans combien d'entreprises la vision n'est pas partagée? Donc les gens ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils connaissent pas le sens. Tu le disais tout à l'heure, vers où on va, pourquoi faire, etc. Si on donne du sens au travail des gens, c'est incroyable à quel point tout se révèle et chacun se révèle. Alors parfois, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout à fait à la bonne place, il va falloir bouger. Alors ça bouge des choses à l'intérieur de l'entreprise. Bien sûr, ça permet aussi de repositionner les gens qui vont se rendre compte parfois qu'ils sont plus en harmonie avec les valeurs, la vision de l'entreprise, ça permet de se repositionner. Exactement. Ça permet aussi que des gens qui vont arriver dans l'entreprise arrivent avec une vision qui est bien claire et qui permet de s'intégrer et de pouvoir trouver leur place. Exactement. Donc effectivement, il y a pas mal de changements de ce type-là qui sont profitables à tous. Qui sont profitables, exactement, parce qu'en général, ça ne crée pas tellement de départ, sauf quand c'est fait de façon trop brutale, là ça arrive. Mais enfin, moi, ce dont je vous parle, ça ne se fait pas brutalement. Hein. Et ça se fait au contraire petit à petit, avec des quick wins, des moments où on va vite aller vers des petits succès, des succès rapides, pas des petits succès, succès rapides qui vont tout de suite apporter un souffle nouveau, une respiration, etc. Et qui vont tout de suite apporter des preuves, surtout que ça marche bien, que ce n'est pas dangereux.
Mais en fait, c'est vrai que les petits groupes qui vont se mettre à travailler comme ça, dans chaque micro-monde, on appelle ça, nous, il va se passer des choses. Peut-être ça va se repositionner un petit peu, mais j'ai rarement vu des départs. En fait, les gens, en fait, souvent, ils vont faire leur travail différemment. Ils vont se servir de quelque chose dont ils ne se servaient pas avant, une compétence dont ils se servaient peut-être ailleurs, mais pas là. Ils vont vraiment venir enrichir en fait leur façon de travailler. Et puis effectivement, il y a des leaders créatifs qui vont apparaître, c'est sûr. Mais nous, ce qu'on voit, on travaille dans pas mal d'organisations, oui, c'est magique parce que ça crée une espèce d'alignement donc et de joie, parce qu'il y a une énergie. De joie. Voilà, de joie. La joie, c'est important. Et beaucoup de bienveillance, parce que du coup, on s'écoute, etc. Et on n'est pas dans le gna-gna-gna. On n'est pas dans le gnangnan ou dans les lunettes roses ou dans les bisounours. C'est pas du tout ça. On est dans une performance accrue. Parce que quand chacun se met à faire le max et à être dans le meilleur de son potentiel, mais enfin, vous décuplez une puissance, c'est ce que tu disais, une puissance énorme. C'est-à-dire que chacun développe sa puissance et donc vous imaginez bien que l'organisation aussi, et l'intelligence collective, je voulais quand même le dire tout à l'heure, c'est un peu ça, cette puissance. Je le compare souvent à une chorale. C'est que quand vous écoutez une chorale, lorsqu'elle est bien menée, elle va donner à un moment donné une puissance différente qui va être une voix qui va être au-dessus de celle des autres, qui va être peut-être pas au-dessus, mais partagée. On ne peut pas l'attribuer à quelqu'un, elle appartient à personne, c'est celle du groupe. Et cette voix-là, qui arrive quand on a un cœur qui est un bon, évidemment, cœur est bien mené, elle va venir vous toucher au plus profond de vous-même et elle vous met dans un état presque d'extase. Quand on écoute des chœurs de Mozart qui sont menés comme ça, c'est absolument incroyable. Cette voix, on l'appelle la voix de l'ange. Et j'aime bien dire qu'en intelligence collective, on a aussi la voix de l'ange, parce qu'effectivement, cette intelligence collective va amener cette puissance qui va bien au-delà de l'addition des intelligences de chaque individu, et qui va être l'intelligence du groupe, qui est comme cette voix, qui est une puissance qui vient d'ailleurs, en fait, enfin, qui vient de l'ensemble, mais qu'on n'attribue à personne. Voilà. Et qui est beaucoup plus puissante que simplement si on prend chaque individu séparément. Il y a vraiment une énergie qui se manifeste au sein d'un groupe qui est en train de travailler sur un objectif commun avec ces outils collaboratifs et d'intelligence collective. Voilà, qui leur permet en fait de travailler, en fait, parce que c'est les outils qui leur permettent de travailler. Le groupe, c'est le moteur émotionnel qui va tout mettre en route. Et les retours qu'on a chaque fois, mais c'est incroyable. Alors, ce qui est génial d'ailleurs, c'est que ce sont ceux qui l'ont fait qui sont les meilleurs ambassadeurs, parce qu'ils en parlent avec une espèce d'émotion en disant mais c'est incroyable, les gens sont tellement contents, alors que d'habitude, voilà quoi, ils sont tellement contents, ils ont envie d'y aller, presque il faut les arrêter quoi. Ils sont complètement impliqués dans les projets et ils ont qu'une envie, c'est de venir au boulot le matin. Enfin, quand même, c'est un peu le rêve, quoi. Alors, je veux pas vendre du rêve, c'est pas du tout l'objet, mais je pense que quand on l'essaye, on se rend compte à quel point c'est extraordinaire. Alors, on parle de M&M's, mais il y en a plein d'autres qui utilisent des tas de méthodes. L'important ici, aujourd'hui, c'est de dire à quel point c'est que ce mouvement doit se développer. C'est ce mouvement, exactement. Il faut absolument que ça soit poussé. Et parce que ça marche très bien, c'est très positif, ça part dans de la bienveillance et ça part dans des valeurs qui sont des valeurs finalement communes. Quand on réfléchit 2 minutes, finalement les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les miennes, en fait je me les suis révélées, mais je pense que quand on les révèle chez chacun, et ce genre de méthode-là le permet, c'est partagé. En fait, on a tous à peu près les mêmes valeurs. Bien sûr, on a tous envie de la même chose. Et voilà, qui sont des valeurs de cœur. Voilà, enfin, on a tous envie que l'humanité perdure, que les gens on cherche tous le bonheur, on cherche tous le bonheur de nos enfants. Enfin, on n'a pas envie de détruire la planète. On a des choses simples en fait que l'on souhaite, et effectivement, on a besoin simplement de pouvoir l'exprimer dans ce qu'on fait. C'est juste ça. Voilà, et ne plus avoir peur et se raccrocher effectivement à cette forme de pouvoir dont on pense que c'est ça la clé. Elle n'est pas du tout là la clé. La clé, elle est effectivement la puissance et elle est dans quelque chose de beaucoup plus collaboratif et de beaucoup plus complet. Cerveau gauche, cerveau droit. Bien donc, sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le cerveau gauche, en 2 mots, c'est le cerveau de l'analyse, du logos, des mathématiques, et qui nous permet en fait de catégoriser et de classer, et aussi évidemment d'être en action, de réaliser. Donc il est extrêmement important ce cerveau, entre guillemets, c'est un mode de pensée, c'est pas juste dans un cerveau. Il faut qu'il soit dirigé non pas par l'ego,
mais une part qui est effectivement une part d'équilibre. Voilà. La part dont on parle de la créativité, l'innovation avec cette énergie. Parce que c'est ce mode de pensée-là, justement, il est dans le jeu. Il est dans le moi, le jeu JE, donc. Hein. Alors que l'autre mode de pensée, le cerveau droit, on dit, c'est Einstein qui en a parlé comme ça, lui, ce cerveau-là, il est le cerveau, effectivement, de la créativité, parce que c'est un cerveau analogique, il fonctionne de façon analogique, et pas analytique comme le gauche. Analogique, c'est-à-dire qu'il va rassembler ce qui est épars, il a une vision globale, et il n'est pas dans le jeu, il est dans le nous. Et donc, c'est toute la complémentarité qui est importante. Et donc, ce n'est pas moi qui le disais, c'était Einstein qui disait « Le cerveau droit est un don sacré, c'est le cerveau de l'intuition, et le cerveau gauche est le fidèle serviteur du cerveau droit. »